J'ai découvert par hasard la photo d'un ami sur un site de rencontre entre hommes. Il y a de nombreuses années, j'allais à l'hippodrome et j'ai demandé à un gars, Alan, s'il voulait venir. Il avait 17 ans je crois. Il n'avait jamais même vu un cheval. À chaque course je lui disais ce que je pensais et il misait 2 $ où passait. 2 $, c'était important pour lui. Puis, dans une course tardive, il y avait un cheval nommé Minya Mitzvah. Il s'est emballé. Un cheval juif, je dois parier sur lui. Le cheval était nul et je lui ai dit. Il était coté à 30 contre 1. C'était le début de l'hiver, il y avait un brouillard épais qui cachait tout le côté opposé de la piste. Ils s'élancent et disparaissent dans la brume. Même le commentateur disait que notre supposition valait la sienne. Il reste longtemps dans le brouillard et finalement un cheval réapparaît, seul. On attend le reste du peloton, qui finit par sortir aussi, mais le cheval de tête est très loin devant. Impossible de savoir ce qui s'était passé dans cette brume. On distingue les couleurs et c'est Minya Mitzvah. Il gagne tranquillement et Alan avoue qu'il a misé 10 $. D'un coup ce gamin a plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Son cerveau tournait en vrille. Il a été happé. À partir de ce jour il est devenu un joueur compulsif, toujours en train de courir après ce premier frisson. Des années plus tard il m'a dit qu'il ne pouvait pas arrêter. Même si tu me donnais 1 million, je serais fauché dans l'année. Tout ça à cause d'un cheval juif et du fait que je lui ai demandé s'il voulait venir. J'ai commencé à sortir avec ma thérapeute à une période où j'étais encore fragile, persuadé que ce lien particulier pouvait devenir quelque chose de vrai et de stable. À l'époque, je n'arrivais pas à voir les frontières, ni l'importance qu'elles avaient. Ce qui aurait dû rester un espace de soins s'est transformé en relation sentimentale, trop intense, trop chargée d'émotions qui n'avaient pas leur place là. Sur le moment, je pensais simplement vivre quelque chose de singulier, peut-être même de précieux. Une de ses amies a fini par l'apprendre. Leur relation à elle s'était dégradée, et quand elle a su pour nous, elle est entrée dans une colère froide. À ce moment-là, notre histoire était déjà terminée. J'essayais de tourner la page, de retrouver un peu d'équilibre. Malgré tout, son amie n'a pas laissé passer. Elle a fait un signalement à l'ordre professionnel. Ensuite tout s'est emballé. Aujourd'hui, ma thérapeute risque de perdre sa licence. Elle peut voir tout son travail, ses années d'études et de pratique s'effondrer. Et même si tout le monde dit que c'est de sa faute, que c'était à elle de mettre une distance claire, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une culpabilité lourde. Je ne voulais pas que ça prenne cette ampleur. Je voulais oublier, reconstruire, respirer à nouveau. Au lieu de ça, j'ai été aspiré dans un processus que je n'ai jamais demandé. Les démarches de l'ordre ont été intrusives au possible. Ils ont fouillé mes dossiers médicaux. Ils ont appelé ma famille. Ils m'ont convoqué pour témoigner, comme si tout cela faisait partie d'un procès dont je n'avais jamais voulu. J'étais déjà en train de guérir lentement et on est venu rouvrir des plaies, exposer des moments que je voulais ranger dans un coin de ma mémoire. Je comprends très bien que ces actes allaient contre l'éthique de sa profession. Qu'un thérapeute ne peut pas franchir ce type de frontière sans mettre quelqu'un en danger, même si l'autre croit y consentir. Mais je ne voulais pas être le centre d'une affaire. Je ne voulais pas être celui qui détruit une carrière. Je voulais juste retrouver ma vie, laisser ses souvenirs s'atténuer avec le temps. L'amie qui a tout déclenché ne l'a pas fait pour me protéger. Elle l'a fait par rancœur, par vengeance personnelle parce qu'elle ne voulait plus de cette amitié. Et au milieu de ce règlement de compte, je suis resté coincé, sans contrôle sur ce qui allait suivre. Tout est encore en cours aujourd'hui. Je dors mal. Je porte un poids étrange, celui d'une histoire qui aurait dû rester une erreur intime, un mauvais chapitre que chacun traverserait à sa façon. Je n'ai jamais souhaité autant que rien de tout ça n'ait existé. Pas la relation, pas la rupture, pas la dénonciation, pas l'enquête. Juste le silence et la possibilité de guérir loin du bruit. Je sais que beaucoup diraient que la responsabilité lui appartient.
Que ce qui arrive est la conséquence de ses choix. Mais ça n'enlève rien à la sensation d'être un maillon dans une chute qu'on aurait préféré éviter. Et parfois, c'est ça le pire, savoir que tout est logique, et malgré tout avoir l'impression d'avoir appuyé sur quelque chose qui ne pourra jamais être remis en place. Mon ami proche devait subir une opération après la découverte d'un anévrisme. J'étais avec elle à l'hôpital, aux côtés de sa famille, dans cette salle où le temps semble suspendu et où chaque respiration paraît compter. Juste avant qu'on l'emmène au bloc, elle m'a tendu son téléphone. Elle m'a dit de le garder jusqu'à ce qu'elle soit en salle de réveil. Son geste m'avait paru anodin, presque tendre, comme si elle me confiait un secret léger ou un objet précieux par prudence. Elle n'est jamais revenue. L'opération a mal tourné. Ces années de tabagisme avaient abîmé son corps au point qu'aucun tissu ne permettait de réparer ce qui avait cédé. Les médecins sont sortis avec ce regard que l'on comprend avant même qu'ils parlent. Sa famille s'est effondrée. Le couloir était d'un silence pesant, seulement coupé par les pleurs étouffés et le bruit métallique des chariots plus loin. J'ai gardé son téléphone dans ma poche comme un poids que je ne voulais pas encore affronter. Le lendemain, j'ai rallumé l'appareil et je l'ai remis à son mari. Je croyais accomplir un geste simple, presque symbolique, quelque chose de respectueux. Ce téléphone, pourtant, contenait une vie parallèle que personne n'avait imaginée. Les messages, les transferts d'argent, les rendez-vous cachés. Une liaison qui durait depuis des années. De l'argent détourné discrètement de leur entreprise pour subvenir aux besoins d'un autre. Une voiture signée à son nom pour cet homme alors que tout le monde pensait qu'elle appartenait encore au foyer. En l'espace de quelques heures, la douleur causée par sa mort s'est mêlée à une incompréhension brutale. Son mari, ses enfants, tous ceux qui l'aimaient ont découvert non seulement qu'elle menait une double vie, mais qu'elle avait entraîné une partie de leur avenir financier avec elle dans cet autre monde. C'était un choc qui n'avait pas de place dans le deuil, une trahison révélée trop tôt et trop crûment. Je suis resté figé. Je savais qu'en me confiant son téléphone, elle avait conscience de ce qu'il contenait. Je pense qu'elle savait que je finirais par tout voir. Peut-être qu'elle comptait sur moi pour protéger son image, pour taire ce qu'elle avait construit dans l'ombre. Elle m'a mis dans une situation où je ne pouvais ni protéger sa mémoire ni prétendre ne rien savoir. J'ai ressenti du chagrin, de la colère, de la loyauté brisée, et une forme de vide que je n'ai jamais vraiment su combler. Je l'aimais profondément en tant qu'amie. Elle faisait partie de ma vie, de mon quotidien, de mes souvenirs. Mais cette découverte a déchiré la confiance que je plaçais en elle. Sa mort aurait dû être seulement une perte, un trou dans nos vies. Elle a aussi laissé derrière elle un labyrinthe de mensonges et de décisions égoïstes. Elle me manque encore, souvent. Il m'arrive de revoir son sourire, ses éclats de rire, ses confidences du soir. Et malgré cela, une part de moi ne peut pas oublier qu'elle nous a tous mis face à un secret qui n'aurait jamais dû reposer sur nous. J'aurais préféré ne garder que la douleur de l'absence. À la place, elle a laissé une cicatrice mêlée de tendresse et d'amertume. J'étais chez une amie avec mon petit ami quand on avait 14 ans. Mon amie et moi sommes blanches, mon petit ami était noir. Son père raciste l'a vu m'embrasser. Il nous a dit de partir. Mon ami voulait vraiment que je reste, mais ce n'était pas ma maison. Je ne pouvais pas insister pour rester, même si maintenant je voudrais avoir demandé à mon ami de venir avec nous. Peut-être que ça aurait changé quelque chose. Nous sommes partis. Son père est devenu fou. Sa mère est rentrée du travail et l'a trouvé les mains autour de la gorge de sa fille. La mère s'est séparée de lui et elles ont vécu ailleurs pendant un moment, jusqu'à ce que mon amie pense avoir trouvé la solution. Elle a commencé à sortir avec un homme plus âgé et est tombée enceinte pour qu'il soit obligé de l'épouser. Il l'a épousée et a rejoint l'armée. Elle a eu 2 enfants avec lui, puis a divorcé. La dernière fois que je lui ai parlé, elle sortait avec un homme, gentil sauf quand il buvait. Elle l'a probablement épousé puisqu'elle a un autre nom de famille maintenant. Sa fille a été souvent en contact avec la justice. Son fils est mort d'une overdose d'héroïne, il en vendait aussi.
Son petit-fils est en prison pour meurtre. Je filmais et prenais des photos pour l'album de fin d'année lors d'une assemblée au lycée. C'était dans les années 90, l'époque des caméras lourdes et des pellicules qu'il fallait faire développer. L'événement avait été organisé autour d'un programme de sensibilisation, un truc du style dire non à la drogue. Ils avaient fait venir un groupe de types musclés qui déchiraient des annuaires, pliaient des barres, soulevaient des objets improbables et lançaient des sourires pleins de conviction en expliquant qu'il fallait rester sur le droit chemin. Je suis rentré chez moi avec la cassette et les pellicules. J'ai commencé à regarder les images pour repérer ce qui allait servir pour le yearbook. Ma mère est passée dans le salon à ce moment-là, intriguée par le spectacle. Elle s'est arrêtée derrière moi et a observé quelques minutes. Elle payait pour le développement des photos et le transfert vidéo, le lycée comptait la rembourser ensuite, alors ça ne lui paraissait pas étrange de jeter un coup d'œil. Elle m'a demandé de lui faire une copie de tout ça. Je n'ai rien vu de suspect, j'ai accepté. Quelques jours plus tard, elle est rentrée du travail avec un regard différent, comme quelqu'un qui vient de relier deux informations qui n'auraient jamais dû se croiser. L'un des hommes sur la vidéo travaillait dans la même structure qu'elle. Elle était en ressources humaines. Lui occupait un poste technique dont elle ne m'a pas donné les détails. Et selon les documents de son service, il était officiellement en arrêt longue durée pour raison médicale. Il déclarait ne plus pouvoir exercer son métier ni effectuer des mouvements importants. Il disait souffrir à un point tel qu'il passait la majeure partie de son temps allongé. Sur la cassette, on le voyait arracher un bottin en deux, courir sur scène, faire des pompes d'un seul bras, tenir une barre d'acier en tremblant pour la tordre. Chaque geste semblait calculé pour impressionner. Sauf qu'il n'avait pas pensé qu'un jour, ses exploits se retrouveraient dans les mains de quelqu'un qui connaissait son dossier administratif. Ma mère n'a rien crié, rien dramatisé. Elle est restée droite, la cassette à la main. Je devinais qu'elle réfléchissait déjà à la manière d'agir. Il ne s'agissait pas d'un simple mensonge de bureau, mais d'un système d'indemnisation publique. Et lui s'était vanté devant un gymnase entier d'élèves, persuadé que personne ne ferait le lien entre deux mondes qui ne se croiseraient jamais. Les semaines suivantes, je n'ai rien demandé. Elle n'a pas raconté ce qui s'était passé exactement. Elle n'avait pas à le faire et je n'avais pas envie de m'immiscer. Mais je sais que sa direction a reçu des documents et que certaines conversations ont dû être particulièrement sèches. L'homme a disparu du paysage de l'école et ensuite du discours de ma mère. Je n'ai jamais revu son nom ni entendu parler de lui. J'ai été, sans le vouloir, l'outil qui a mis un coup d'arrêt à la carrière de quelqu'un. Et je ne me sens pas entièrement responsable. J'étais en thérapie dans un centre, et je connaissais deux amis qui y travaillaient comme thérapeutes. J'avais aussi un troisième ami qui venait de se suicider. À l'enterrement de cet ami, l'une des personnes du centre, que je connaissais donc comme pro de la santé mentale, s'est mise à raconter des infos privées tirées de son dossier, qu'elle avait consulté en douce après sa mort. À ma séance suivante, j'étais en plein deuil, en colère d'apprendre qu'on avait fouillé et bavardé sur le dossier de quelqu'un qui venait de mourir. Mon thérapeute m'a poussé à donner le nom de la personne qui avait colporté ces infos, mais j'ai refusé. 2 jours plus tard, je reçois un appel de mon autre amie, celle qui bossait là aussi mais avec qui je n'avais pas parlé depuis 1 an. Elle voulait savoir pourquoi on la questionnait, et pourquoi elle risquait une sanction pour avoir soi-disant divulgué des infos confidentielles. J'ai donc été obligé de dire qui avait vraiment fauté. Et ça a été la fin de la carrière de cette personne. L'affaire a été gérée de façon tellement discrète qu'aujourd'hui encore elle ne sait pas que c'est moi qui l'ai dénoncée. C'était en 1990. J'ai souvent eu envie de lui dire, mais je pense que c'est mieux de laisser les choses comme ça. Elle s'est tiré une balle dans le pied toute seule. Mon collègue passait son temps à raconter sa vie avec une certaine Jessica. Il disait souvent que Jessica et lui allaient sortir, que Jessie et lui avaient essayé un nouveau restaurant, ou encore que Jess et lui avaient fait une escapade le week-end. Cela revenait régulièrement, presque naturellement dans la conversation, au point que je connaissais déjà la routine de cette mystérieuse femme sans l'avoir jamais vue. À force,
on finissait par croire que son monde tournait autour d'elle. Un jour, par hasard, je l'ai croisé en ville. Il marchait avec une femme, sourire tranquille, l'air d'un homme fier de présenter la personne qui partageait sa vie. Quand il m'a vu, il s'est arrêté et, d'un ton détaché, a dit simplement « Voici ma femme ». Aucune mention de prénom. Pas de petite présentation chaleureuse. Juste cette formule courte, presque prudente. Je me suis senti obligé de suivre le fil logique de toutes ces histoires. Alors j'ai souri et j'ai répondu « Ah, Jessica. Enchanté, j'ai tellement entendu parler de vous. » Sa femme a marqué un léger temps d'arrêt, surprise, le regard un peu interrogatif. Lui, en revanche, a eu un mouvement très discret, comme si quelque chose venait de se tendre à l'intérieur. L'air lui a manqué une seconde, ses épaules se sont raides, et j'ai perçu la gêne qui montait. Le prénom de sa femme n'était pas Jessica. À ce moment-là, j'ai compris deux choses. D'une part, il n'avait jamais présenté Jessica comme une simple collègue ou une amie, ses récits allaient bien au-delà. D'autre part, il avait joué avec le feu bien trop longtemps et son masque avait glissé d'un coup. Je n'ai ressenti ni triomphe ni remords. Juste une neutralité froide, comme si je constatais un fait logique. S'il voulait mener une double vie, il aurait au moins dû se souvenir que quelqu'un qui écoute finit toujours par relier les points. Pendant des années, il m'avait parlé d'une femme qui n'était pas celle qu'il venait de me présenter. Et le jour où les deux mondes se sont croisés, il n'a pas eu la présence d'esprit d'utiliser son prénom. Les non-dits ont flotté entre nous quelques secondes, puis chacun a repris sa route. Je n'ai rien ajouté. Je n'avais pas besoin de le faire. Sa nervosité parlait déjà pour moi. Au lycée, on rangeait les décors après le spectacle de talent. On avait une grande pièce encombrante, difficile à manier, et on l'a glissée sous un escalier pour s'en débarrasser rapidement. Elle dépassait un peu, suffisamment pour prendre de la place dans le passage, mais comme c'était un coin peu fréquenté et qu'on était pressé de tout ranger, on l'a laissée ainsi en se disant qu'on la déplacerait plus tard. Bien sûr, on ne l'a jamais fait. Quelques jours après, j'ai appris qu'une amie était passée par là. Elle n'a pas vu la pièce dépasser. Elle a trébuché dessus de plein fouet. Sa chute a été violente, son visage a percuté le sol. Résultat, plusieurs dents abîmées et un passage obligé chez le dentiste. Quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai senti mon ventre se nouer. Je revoyais la scène où on avait glissé le décor là, persuadé que personne ne se blesserait. Et je revoyais aussi la façon dont on était parti sans un regard en arrière. Personne n'a fait le lien avec moi. À l'école, tout le monde savait seulement qu'un accident avait eu lieu. On murmurait que ça aurait pu être pire, que les escaliers peuvent transformer un simple faux pas en catastrophe. Les adultes ont parlé de sécurité, de vigilance, et ont déplacé la pièce comme si elle n'avait jamais existé. Les conversations ont fini par s'éteindre, mais pas le souvenir. Je repense parfois à cette scène. Ce n'était qu'un mouvement trop rapide, une décision prise en râlant, un choix d'ado pressé de finir sa corvée. Pourtant, ce détail laissé au hasard a coûté un sourire à quelqu'un. Elle a dû subir des soins, vivre avec ces traces que personne ne voit mais qu'elle sent à chaque repas, à chaque photo, peut-être à chaque miroir. On était jeunes et on croyait que la précipitation n'avait jamais de conséquences. Ce jour-là, j'ai découvert que certaines erreurs restent invisibles pour le monde mais pas pour soi. Au lycée, un ami et moi voulions aller à un match de baseball de la MLB. C'était juste avant l'arrivée des smartphones et sa voiture n'avait pas de GPS. On a commencé notre trajet confiant, persuadé qu'on trouverait facilement le stade. Évidemment, on s'est perdu. On a pris des sorties au hasard, traversé des zones qu'on ne connaissait pas, et roulé bien plus longtemps que prévu en jurant contre les panneaux et notre sens de l'orientation. À l'époque, ça nous paraissait juste une mésaventure de vacances, deux ados en été, libres et maladroits. Les années ont défilé et on a perdu contact. Puis un soir, je l'ai revu dans une fête. On discutait, on riait,
et je lui ai rappelé ce trajet chaotique comme si c'était juste une anecdote amusante à ressortir. Je pensais le faire sourire. Il a souri, oui, mais avec ce regard qui dit que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Il m'a expliqué que ce jour-là, il n'avait jamais dit à ses parents où il allait. Il avait pris la voiture familiale et était parti en douce. Quelques semaines après notre escapade, sa mère avait reçu des factures de péage qu'elle ne comprenait pas. Elle avait supposé que son mari les avait empruntées pour rejoindre quelqu'un en secret. Elle a commencé à nourrir des doutes. Les disputes ont suivi. Son père a fini par dormir sur le canapé pendant presque 1 an. Le genre de silence tendu qui prend toute la place dans une maison. Mon ami n'a compris la cause que bien plus tard. Il n'avait pas remarqué que nos péages perdus avaient laissé une trace qui allait s'imprimer dans la vie de ses parents. Quand il leur a avoué ce qu'on avait fait, ils étaient déjà dans une période compliquée. D'après lui, leur relation finissait par se reconstruire, lentement, comme si chacun essayait de recoller quelque chose de fragile sans trop savoir comment. Quand il m'a raconté ça, je suis resté interdit. Nous, 2 gamins persuadés d'avoir juste raté une sortie d'autoroute, on avait glissé sans le vouloir dans un coin intime de la vie d'adulte dont on ne savait encore rien. Ce n'était pas notre faute directe. Ce n'était qu'un élément parmi d'autres dans un couple qui vacillait déjà. Et pourtant, notre escapade s'était retrouvée là, inscrite dans leur histoire de famille. À cet instant, j'ai réalisé que certaines journées qu'on croit anodines peuvent avoir des répercussions bien au-delà de ce qu'on imagine. Nous, on cherchait juste un stade. Eux, ils essayaient de garder un foyer debout. Et au milieu de tout ça, un ticket de péage a mis une fissure de plus dans un équilibre déjà fragile. On avait un problème récurrent dans l'entreprise. Des colis disparaissaient pendant les livraisons. Des pièces coûteuses, pas des babioles de bureau. Au total, environ $20 000 envolés. Comme j'étais responsable des opérations, c'est tombé sur moi. Je devais comprendre ce qu'il se passait, et en silence, parce qu'on ignorait si la fuite venait de l'extérieur ou de quelqu'un en interne. L'ambiance était tendue, presque paranoïaque, chacun se demandant si le voisin n'était pas responsable. J'ai installé un traceur GPS dans un carton, comme une espèce de piège discret. Puis j'ai dû envoyer ce paquet plusieurs fois entre 2 de nos sites pour qu'il paraisse ordinaire. On aurait dit un jeu du chat et de la souris, sauf qu'ici la souris risquait d'être un collègue. J'ai surveillé les trajets, analysé les détours, contrôlé les horaires. Cela a pris du temps. À force, le trajet du colis est devenu étrangement familier, presque routinier, jusqu'au jour où un schéma a enfin émergé. Le voleur n'était pas un inconnu complet. C'était une alliance discrète entre l'un de nos employés et un livreur FedEx. Ils détournaient les cartons ensemble. L'un créait l'occasion, l'autre la saisissait au bon moment. C'était subtil, organisé, presque méthodique. Une fois que j'ai eu suffisamment d'indices, notre service RH est intervenu. L'employé a été licencié. On a averti FedEx. Le chauffeur a subi le même sort. Personne dans notre entreprise n'a poussé plus loin. Aucune plainte civile. Le procureur a abandonné l'idée d'un procès, le dossier n'était pas assez solide pour aller jusqu'au bout. On a fermé le chapitre officiellement, soulagé d'avoir stoppé l'hémorragie. À l'époque, je n'ai pas éprouvé la moindre hésitation. Je faisais mon travail. Je protégeais l'entreprise, les clients, les employés honnêtes. Pour moi, l'histoire se terminait là. 2 ans ont passé. Puis un collègue m'a envoyé un lien vers un article local. Le chauffeur FedEx avait été retrouvé mort d'une overdose. Sans toit, seul. Le genre de fin qu'on lit en quelques secondes mais qu'on ne digère pas si facilement. Mon regard est resté figé sur la photo floue, sur la mention de ces dernières semaines, sur le contraste entre ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu. Je ne sais pas si ce que j'ai découvert a tout déclenché dans sa vie. Peut-être que sa spirale avait commencé bien avant. Peut-être qu'il aurait fini là quoi qu'il arrive. Mais je ne peux pas ignorer que ma décision a été un point de bascule pour lui. Il avait perdu son emploi, sa stabilité, sa routine.
Et de fil en aiguille, tout s'était effondré. J'ai repensé aux heures passées à traquer ce maudit colis, à ce moment de satisfaction quand j'avais enfin compris. À l'époque, c'était une victoire silencieuse. Avec le recul, le goût est bien plus amer. Je fais de la photo et de la vidéo pour des mariages. Ce jour-là, une bonne moitié des invités parlaient d'une langue que je maîtrisais très mal et à l'époque il n'existait aucun outil pour en saisir les nuances en quelques secondes. Je filmais tout avec mon réflexe habituel de capter les sourires, les regards complices, les petits instants naturels qui donnent vie à un souvenir. À un moment, la mère de la mariée s'est tournée vers la caméra avec un large sourire. Elle parlait à quelqu'un hors champ et son ton paraissait chaleureux, presque attendri. Son visage exprimait la joie pure, ce genre de scène que je cherche toujours à immortaliser. Elle a prononcé une phrase dans sa langue. Comme elle rayonnait en la disant, je l'ai intégrée sans hésiter au montage final, persuadé qu'il s'agissait d'un compliment ou d'un mot tendre. Rien ne laissait penser le contraire. On voyait les tables décorées de fleurs claires, les enfants courir en arrière-plan, la mariée qui riait avec ses demoiselles d'honneur. L'instant avait une douceur naturelle et je me félicitais d'avoir capturé ce moment spontané. Sauf qu'en réalité, la mère de la mariée venait tout juste de lancer une remarque assez méprisante sur la mère du marié. Et moi, convaincu d'avoir enregistré un moment précieux, je l'avais mis bien en évidence dans la vidéo. Avec une musique douce en fond, en plus. Le jour où les mariés ont découvert leur film, tout le monde était rassemblé. Famille, témoins, proches. On avait tamisé les lumières, les verres étaient remplis, chacun s'attendait à revivre les plus beaux instants. La scène est arrivée. La phrase est sortie. Silence total. Les sourcils du marié se sont levés, la mariée a figé et la mère du marié a simplement incliné la tête avec une lenteur étudiée. Elle comprenait cette langue. Mieux encore, elle la parlait parfaitement. Apparemment ce détail n'avait jamais été clair pour l'autre famille. À cet instant, j'ai senti la température de la pièce chuter comme si quelqu'un venait d'ouvrir une fenêtre en plein hiver. On aurait entendu une fourchette tomber. La musique douce n'aidait pas, elle donnait un contraste étrange à la tension qui montait. La mère de la mariée a perdu son sourire et a baissé les yeux. L'air était épais et chacun semblait retenir son souffle. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté d'observer le film continuer, mes mains sur mes genoux, immobiles. La vérité venait de sortir sans que j'aie la moindre intention de provoquer quoi que ce soit. Déménagement important sur une route très fréquentée il y a quelque temps. Beaucoup de choses à gérer en même temps. Permis. Magasin au rez-de-chaussée. Espace de stationnement réservé. C'était un niveau de stress énorme, car si un seul truc tournait mal, tout s'effondrait. Mais le jour J, tout avait l'air de se dérouler correctement. Le seul problème, c'est que des voitures continuaient à se garer sur notre place réservée, avant que les camions de déménagement n'arrivent. La plupart laissaient un numéro, on appelait et les gens venaient déplacer leur voiture. Juste avant que mon père n'arrive avec le camion, 4 voitures se garent sur l'espace réservé. Aucun numéro. Personne en vue. Impossible de les faire partir. Et ça voulait dire qu'il n'y aurait nulle part où mon père pourrait se garer sur cette route ultra fréquentée. Sans ça, on ne pouvait pas déménager mes affaires, qui bloquaient déjà complètement le couloir étroit et le début de l'escalier. Les remontées 4 étages n'étaient pas envisageables. J'avais 40 minutes pour régler ça, alors j'ai appelé la police. Ils arrivent en 15 minutes, commencent à mettre des amendes et disent qu'ils vont faire venir une dépanneuse. Une demi-heure plus tard, la dépanneuse arrive, en même temps que quelques propriétaires des voitures. Grosse dispute entre eux et la police. Et là, renfort. 6 autres flics débarquent. Apparemment, ils avaient repéré de la drogue dans l'une des voitures. Le mec bosserait en plus dans le bar à chicha juste en face. Ils l'arrêtent et attendent un mandat pour faire une descente dans le bar. Pendant ce temps, un policier retient la circulation, y compris les trams dans les deux sens,
pour que mon père puisse faire un créneau avec le camion. D'autres gens continuent de s'engueuler. C'est le chaos total, et moi je suis là, complètement stressé par la situation. Puis un des flics me demande si le snack du rez-de-chaussée laisse toujours ses tables dehors comme ça. Apparemment c'était illégal aussi. Donc ils s'occupent de ça à leur tour. Résultat, 4 personnes ont pris une grosse amende plus les frais de remorquage, le snack n'a plus de terrasse, le bar à chicha a fermé et je suis sûr que le type avec la drogue a fini en garde à vue. Tout ça parce qu'ils se sont garés sur ma place. Je suis allé au lycée avec un gars tranquille qu'on va appeler J. Le genre de mec assis au fond de la classe, même veste militaire tous les jours, un peu gras, un peu négligé. On avait pourtant parlé quelques fois et on avait plein de trucs en commun. Il était à fond jeux vidéo et trucs de nerd, comme moi. Du coup je l'ai un peu pris sous mon aile, je l'ai présenté à mes potes. On jouait à Donjons et Dragons, à des jeux PC, tout ça. Je faisais en sorte qu'il soit inclus parce qu'avant ça, ses seuls amis c'était son petit frère et quelques connaissances. Mon meilleur pote et moi fumions déjà de l'herbe, et J le savait. Un jour il a demandé à nous rejoindre après les cours pour essayer pour la première fois. J'étais trop content. Le mec s'ouvrait, parlait aux gens, souriait, ça semblait positif. Donc on s'est retrouvés et on lui a fait fumer pour la première fois. Ça a décliné très vite. J'y avais une personnalité addictive. En 6 mois, ce gamin timide et réservé s'est mis à commander toutes les drogues expérimentales possibles sur Internet. C'était avant que ce genre de produit soit interdit, donc super facile d'obtenir des flacons entiers de 25 et autres trucs du genre. Il a commencé à se griller le cerveau, à agir bizarrement, il a même quitté le lycée avant la rentrée suivante, notre dernière année. Et il avait de super bonnes notes avant, toujours discret, bon élève, invisible. Après le lycée il s'est mis à fond dans les stimulants. Il a commencé par abuser du Vivance qu'il prenait sur ordonnance, puis il est passé à la cocaïne, que j'ai déjà prise avec lui, je regrette parce que je ne savais pas jusqu'où ça irait. Ensuite il est passé aux méthamphétamines. Une nuit je dormais chez lui avec un pote, je me suis réveillé à 7h du mat et ils étaient littéralement en train de fumer de la meth au-dessus de moi avec une pipe achetée dans une station essence. Je respirais sûrement cette merde. Quand je leur ai demandé ce qu'ils foutaient, ils m'ont dit qu'ils allaient nettoyer la maison. J'étais abasourdi. Je suis parti tout de suite, complètement crevé, failli m'endormir au volant, mais je ne pouvais plus rester là. J'ai coupé les ponts après ça, j'avais ce mauvais pressentiment que je n'arrivais pas à faire taire. Et j'avais raison, il s'est mis à braquer des supérettes avec un fusil à pompe qu'il avait acheté chez Bass Pro Shop, avec sa réduction employée. Il faisait conduire l'autre pote, qui ne savait même pas conduire, pour s'enfuir. Et d'une manière ou d'une autre, il ne s'est jamais fait prendre à ma connaissance. Plus tard, on a découvert qu'il était dans des trucs immondes type loli et pire encore. Jamais chopé non plus. Apparemment il a passé un aimant sur tous ses disques durs pour effacer tout. On m'a dit que plusieurs personnes avaient essayé d'en parler à la police, rien n'a bougé. Il a aussi été accusé d'agresser sa famille, mais là encore rien n'a abouti. Je me suis lavé les mains de tout ça depuis longtemps. Je sais que ce n'est pas exactement ma faute. Quelqu'un d'autre l'aurait probablement mis sur la voie des drogues. Je ne l'ai pas poussé vers tout ce qu'il a fait ensuite. Mais au fond de moi j'ai toujours ce sentiment que j'y ai contribué. Je travaillais dans la finance à l'époque, un univers où tout paraît propre en surface. Les dossiers bien rangés, les écrans qui clignotent, les conversations qui semblent banales mais où chacun mesure chaque mot. Un jour, en faisant une vérification de routine, je suis tombé sur une anomalie dans des mouvements de fond. Rien de spectaculaire à première vue, juste des transferts qui n'avaient pas de justification claire. Pourtant, plus je creusais, plus les chiffres formaient un puzzle inquiétant. Au début, je pensais à une erreur administrative. Puis les montants se sont accumulés sous mes yeux. Des dépôts circulaires, des promesses de rendement impossibles, des comptes internes utilisés de façon étrange. Tout finissait par pointer vers un schéma illégal.
Une fraude silencieuse, construite pièce par pièce. Environ 2,5 millions. Pas une erreur, mais un système. Quelqu'un avançait de l'argent à des investisseurs en utilisant celui des nouveaux venus, persuadé qu'il tiendrait assez longtemps pour s'en sortir. La personne derrière tout ça n'était pas le genre qu'on imagine au cœur d'une affaire pareille. Toujours polie, bien habillée, souriante dans les réunions, le genre à se montrer serviable avec tout le monde. On aurait pu croire qu'elle n'était là que pour partager des tableaux Excel et boire du café tiède avec le service comptable. Rien chez elle ne laissait présager une spirale pareille. J'ai signalé ce que j'avais trouvé. La machine fédérale s'est mise en route, lente au début puis implacable. Il y a eu des visites, des interrogatoires, des documents saisis. L'atmosphère dans l'entreprise est devenue lourde, comme si chacun retenait sa respiration sans oser demander ce qu'il se passait réellement. Les couloirs sont devenus étrangement silencieux, les regards se détournaient et les conversations s'interrompaient brutalement dès que quelqu'un approchait. Puis la nouvelle est tombée. La personne avait choisi de mettre fin à ses jours avant que les choses n'aillent plus loin. La découverte des faits avait été trop lourde, ou peut-être vivait-elle depuis trop longtemps avec la peur que tout s'écroule. Ce n'était plus une affaire de chiffres dans un fichier ou de signature électronique. C'était une vie qui avait glissé hors contrôle jusqu'à l'impasse. À l'école primaire, un garçon passait son temps à soulever ma jupe sans jamais me demander quoi que ce soit. Il trouvait ça drôle. Moi pas du tout. Au début je repoussais sa main, je lui demandais d'arrêter, je changeais de place. Il revenait chaque fois avec ce sourire idiot, sûr de lui parce qu'à cet âge-là certains pensent encore que les filles doivent se taire et supporter. Un jour, il a recommencé, trop sûr que je ne ferais rien. Je me suis tourné vers lui et sans réfléchir, je lui ai mis mon poing en plein visage. Ce n'était ni planifié ni théâtral, juste un geste instinctif. Il est resté bouche bée, les yeux ronds, comme si le monde venait de changer de règles sans le prévenir. Il n'a pas pleuré, il n'a rien dit. Il s'est contenté de reculer, choqué que sa petite scène ne tourne pas comme d'habitude. Sa mère, elle, n'a pas attendu pour jouer la victime. Elle m'a regardé avec un mépris que même à cet âge j'ai su reconnaître. Dans ses yeux, j'étais la fautive et son fils n'avait rien fait de mal. Elle murmurait son indignation à qui voulait l'entendre dans le couloir, persuadée que j'étais une petite peste insolente qui méritait une leçon. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle n'était pas intimidante. Elle était juste le reflet d'un monde où certains pensent encore que le respect ne s'applique pas aux enfants, surtout pas aux filles. L'école a convoqué mes parents. Je me suis assise à côté d'eux, tremblante en pensant qu'ils allaient me gronder, me dire que la violence n'est jamais une réponse, que j'aurais dû aller chercher un adulte. Puis j'ai expliqué ce qui s'était passé. Mot après mot, la scène a repris forme. Quand j'ai terminé, j'ai posé mes mains sur mes genoux en attendant leur réaction. Mon père a regardé l'enseignant calmement. Il a dit qu'il n'avait aucune objection à ce que sa fille se défende contre quelqu'un qui ne respectait pas son corps. Il n'a pas crié, il n'a pas serré les poings, il n'a pas cherché à jouer les héros. Il a simplement affirmé que je n'avais pas à accepter qu'on me touche sans mon accord. Ma mère a hoché la tête. Ils étaient solidaires, posés, sur deux. À cet instant je me suis senti protégé, comme si le monde devenait soudain plus juste. Le garçon ne m'a plus jamais approché. Il passait à côté de moi en me regardant brièvement, puis tournait les talons. Sa mère, elle, gardait son air hautain dans les couloirs, mais sans jamais oser dire quoi que ce soit en face de mes parents. Et moi, j'ai gardé cette scène dans un coin de ma mémoire. Non pas parce que j'avais frappé quelqu'un, mais parce que ce jour-là j'ai appris qu'on a le droit de mettre une limite claire quand quelqu'un l'a franchie. Et que parfois, même petite, on peut se tenir droite sans baisser la tête. Quand j'étais ado, j'étais dans ma phase punk, têtu, perdu, persuadé de tout savoir et en réalité bon à me casser la figure. J'avais quitté la maison et je vivais dans un refuge pour hommes à Hawaï. Pas de permis, pas de voiture, juste une passion obsessionnelle pour le surf et des habitudes qui me coûtaient cher mentalement et physiquement. À cette époque,
Je pensais surtout à suivre la vague suivante et trouver de quoi planer ensuite. Le reste, je le repoussais au lendemain. Un jour, j'ai payé $50 à un ami d'un ami pour emprunter une voiture. Pour moi, c'était juste un moyen d'aller surfer sans marcher des kilomètres sous le soleil brûlant. Je n'avais pas réfléchi une seconde. J'ai pris les clés, j'ai roulé, j'ai profité de la mer. Quelques heures plus tard, j'ai fini devant des flics qui n'étaient pas du tout d'humeur à écouter ma version. La voiture était volée. Résultat, arrestation pour possession d'un véhicule volé, et pour la drogue qu'ils ont trouvée sur moi. Rien de glorieux. J'ai refusé de balancer qui m'avait filé la voiture. C'était idiot, mais dans ma tête de l'époque, garder le silence avait plus d'importance que ma propre liberté. Pourtant, dans mes affaires, ils ont trouvé un bout de papier. Un nom, une adresse, un numéro de téléphone, et une petite note où j'avais griffonné Go Incognito. Le type qui m'avait parlé du carjacké avait dit ça en rigolant, pour me prévenir que ce gars opérait en douce et qu'il fallait agir en fantôme près de lui. J'avais pris ça au sérieux, naïf et fier d'être dans le secret. Ce minuscule bout de papier a fini par attirer les enquêteurs. Ils ont remonté la piste, découvert tout un réseau, un vrai atelier clandestin où des voitures disparaissaient pour ressortir transformées ou en pièces. Le gars est parti en prison pour un bon moment. Moi j'ai ramassé mes erreurs et le système m'a forcé à choisir une direction. Ce n'était pas immédiat. J'ai lutté, j'ai chuté encore. Puis j'ai fini par me reprendre. Je suis sorti de cette spirale, j'ai nettoyé ma vie, et j'ai même fini par bosser dans la loi plutôt qu'à côté. Des années ont passé. J'étais devenu quelqu'un de stable, loin du môme défoncé qui dormait sur un lit métallique dans un foyer. Un jour, à un enterrement, je l'ai vu. Le même homme que j'avais involontairement envoyé en prison. Il s'est approché doucement. Il m'a dit qu'il ne me reprochait rien, qu'il avait trouvé la foi derrière les barreaux, qu'il avait compris ses propres erreurs. Son regard était différent, comme quelqu'un qui a traversé beaucoup trop de nuits blanches et qui a finalement décidé de respirer autrement. Il y a 20 ans, je travaillais comme technicien informatique à l'université. Un jour, une collègue est venue me voir avec un air intrigué. Elle évaluait un mémoire de master et, en feuilletant les annexes, elle était tombée sur des références obscures. À l'époque, on ne trouvait pas un article scientifique en 3 clics. Internet existait, mais il fallait fouiller, dénicher des archives, remonter des liens improbables. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider à retrouver quelques auteurs cités. Par curiosité autant que par esprit de service, je me suis lancé. Je me suis installé devant mon écran, plongé dans des pages web aux allures de labyrinthe académique. J'ai suivi des fils numériques, exploré des bibliothèques en ligne poussiéreuses, jusqu'à tomber sur l'un des documents recherchés. Quand j'ai commencé à lire, tout s'est illuminé d'un coup. Le chapitre entier du mémoire correspondait mot pour mot à cet article. La seule différence venait des formulations à la première personne, transformées pour sembler provenir d'un regard extérieur. Rien de créatif. Rien d'analysé. Simplement un texte recopié avec un changement de pronom et quelques ajustements cosmétiques. Le timing rendait l'affaire encore plus explosive. La soutenance devait avoir lieu le lendemain matin. Les professeurs se préparaient déjà à juger le travail, les proches de l'étudiant ignoraient tout, peut-être en train de planifier une petite célébration en pensant que la vie allait s'ouvrir devant lui. En quelques minutes, tout a basculé. La nouvelle a circulé dans le département, les visages se sont fermés, les discussions se sont faites plus rapides, et une tension sourde est montée dans le couloir. Un plagiat aussi flagrant ne pouvait pas être ignoré. Le verdict est tombé très vite. L'étudiant a été exclu du programme. Il ne pouvait pas redoubler, car son cursus était techniquement terminé. On ne lui a pas retiré une année, on lui a retiré l'avenir auquel il croyait accéder le lendemain. S'il voulait son diplôme, il devait repartir à zéro dans une autre faculté, comme si tout ce qu'il avait fait jusque-là se dissolvait en un seul instant. Je savais intellectuellement que je n'avais rien fait de mal. Ma collègue m'avait demandé de l'aide, j'avais simplement éclairé une vérité. Pourtant,
un sentiment étrange s'est installé en moi. Pas un remords profond, plutôt une sensation inhabituelle, comme si j'avais ouvert par inadvertance une porte vers la chute d'un autre. Cet étudiant avait triché, c'était clair. Mais voir l'effondrement d'un projet de vie se produire si brutalement, simplement parce que j'avais déniché un fichier dans un coin d'Internet, m'a laissé un goût particulier. Pendant quelques jours, je croisais des regards lourds dans les couloirs. Certains savaient que j'avais découvert la fraude. D'autres n'en savaient rien, mais l'atmosphère portait le poids de ce scandale. Avec le temps, tout le monde est passé à autre chose. Les étudiants suivants ont soutenu leur mémoire, les professeurs ont repris leur routine, l'université a continué de tourner. Je gardais l'appartement de mes amis pendant qu'ils étaient en vacances. L'endroit était tranquille, presque trop calme, sauf pour les travaux à l'extérieur de l'immeuble. Je passais de temps en temps pour m'assurer que tout allait bien, ouvrir les fenêtres, vérifier le courrier. Un jour, un bruit sourd a retenti depuis la rue. Puis un autre. Je n'y ai pas prêté attention au début, pensant que c'était simplement un marteau ou une perceuse de plus dans ce chantier interminable. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un bruit d'eau et je suis allé jeter un œil. La salle de bain était en train de se transformer en petite mare. La conduite reliée aux toilettes avait été percutée depuis l'extérieur et la cuvette s'était fissurée au point de se briser. De l'eau coulait partout. J'ai attrapé des serviettes, des serpillières, tout ce qui pouvait absorber. J'ai passé un long moment à éponger, à m'assurer que rien ne dégénérait. Quand tout fut à peu près sous contrôle, j'ai contacté la gestion de l'immeuble pour signaler le problème et leur demander de remplacer les toilettes avant le retour de mes amis. À mes yeux, c'était la réaction la plus simple et la plus logique. Je ne m'attendais absolument pas à ce que cette demande anodine mette en marche une chaîne de démarches administratives. Appel, visite, vérification. Ce qui devait être un simple remplacement de plomberie a rapidement pris une tournure très différente. Les gestionnaires ont commencé à examiner le dossier de l'appartement, à poser des questions sur les occupants, à fouiller dans les documents. C'est là que tout a basculé. Mes amis n'étaient pas censés louer cet appartement. Sans le savoir, ils sous-louaient un logement dont le contrat principal interdisait toute location secondaire. Ils pensaient être dans la légalité. Mais le propriétaire avait caché la situation et tout s'est dévoilé d'un coup à cause de cette fuite d'eau et de ma plainte parfaitement innocente. Quand tout s'est éclairci, ils ont reçu un avis d'expulsion. Je me suis senti terriblement responsable. Je n'avais rien voulu déclencher. J'avais juste voulu éviter qu'ils reviennent de vacances et trouvent une salle de bain détruite. Pourtant c'est leur vie entière qui s'est renversée en quelques semaines. Ils ont dû faire leurs valises, quitter la ville, dire adieu à leur routine et à leurs projets. Ils ont finalement décidé de retourner en Australie. Là-bas, ils ont trouvé une maison, un nouveau rythme, des emplois plus stables. Peu à peu, leurs messages ont commencé à sonner plus heureux. Ils plaisantaient à nouveau, racontaient leur week-end à la plage, leur dîner entre amis. Un jour ils m'ont écrit pour dire que tout compte fait, cette expulsion avait été le déclencheur dont ils avaient besoin. Une porte s'était fermée, une autre s'était ouverte et leur vie avait pris une direction qui leur convenait mieux. J'ai travaillé un temps dans la protection de l'enfance. Beaucoup m'ont dit que j'avais détruit leur vie. Dans certains cas, c'était vrai. Je ne crois pas qu'on puisse continuer comme si de rien n'était après avoir agressé un enfant ou après avoir infligé de la souffrance à plusieurs d'entre eux. Dans la majorité des familles, j'ai pu mettre en place des aides, des accompagnements, des ressources pour éviter que tout s'effondre. Souvent, cela suffisait à remettre un foyer sur ses pieds et à protéger les enfants. Mais il y a des situations qui restent, celles où j'aurais voulu être plus expérimenté, mieux formé, mieux entouré pour intervenir différemment. Quelques familles me reviennent en mémoire avec ce regret de ne pas avoir su faire plus tôt ce que j'ai appris ensuite. Un dossier en particulier ne m'a jamais quitté. Un homme avait passé des années à abuser d'un enfant handicapé qui dépendait entièrement de lui. Quand les preuves ont été mises devant lui, il s'est tiré dessus. Je n'ai jamais cru à la version officielle.
J'ai toujours pensé que quelqu'un de sa famille avait appuyé sur la gâchette. Et je n'ai rien dit. L'enfant avait été détruit bien avant que la vérité éclate, et la famille entière portait déjà des failles profondes. Aucune issue ne pouvait transformer cette histoire en quelque chose de juste. Ce jour-là, tout s'est brisé pour eux. Et même si j'étais là pour protéger un enfant, je suis resté avec la conscience que certains drames ne laissent derrière eux que des ruines. Certaines interventions sauvent, d'autres n'empêchent que le pire de continuer, et parfois on ne peut pas faire plus. Dans ce métier, on croit au début qu'on va réparer des vies. Puis on comprend qu'on essaie surtout de limiter les dégâts et de donner une chance à ceux qui n'en ont jamais eu. Chaque victoire compte, mais les cicatrices, elles, restent présentes longtemps. Quand j'avais 15 ans, mes amis et moi avions rejoint un grand groupe de lycéens pour aller voir un match des Cincinnati Reds au vieux Riverfront Stadium. L'excitation était là, ce sentiment de liberté maladroite propre aux ados persuadés de savoir ce qu'ils font. À peine arrivé, on a détourné l'attention de l'accompagnateur et on s'est glissé hors du groupe. L'idée nous paraissait brillante, trouver quelqu'un prêt à nous acheter de la bière. À 15 ans, un plan risqué a souvent l'allure d'une aventure grandiose. On a abordé un homme qui semblait d'humeur tranquille. Il a hésité une seconde, a regardé autour et a fini par accepter. Quelques minutes plus tard, il nous a ramené les bouteilles encore froides. On croyait avoir gagné notre petit défi idiot. Juste au moment où il nous tendait les bières, un homme en civil est apparu. Il a sorti une plaque, nous a adressé un regard tranchant et a commencé à poser des questions. Le ton a glissé d'autorité polie à tension nette en quelques secondes. L'homme qui avait acheté la bière refusait de donner son identité. Il restait calme au début, puis un mélange de peur et de fierté s'est installé dans ses gestes. Le policier a sorti les menottes. Une lutte a éclaté, courte, bruyante, maladroite, le genre de scène où chacun retient son souffle en pensant que ça va mal finir. Et nous, au lieu de rester, d'assumer ou de prononcer un mot, on a couru. On a profité de la confusion, traversé les couloirs du stade, monté des escaliers, le cœur battant comme si le monde entier nous poursuivait. On a rejoint notre groupe dans les gradins en haut de l'autre côté. On s'est installé, essoufflé mais silencieux, noyé dans la foule d'élèves. Personne n'a posé de questions. Le match continuait, l'ambiance retombait sur nous comme un camouflage parfait. Je n'ai jamais su ce qui est arrivé à cet homme. J'imagine des amendes, un passage au poste, peut-être des ennuis à la maison ou au travail. Rien que pour une bière donnée à 3 adolescents persuadés d'avoir du courage alors qu'ils ne faisaient preuve que d'inconscience. Il n'avait pas cherché à nous nuire. Il avait simplement accepté de nous rendre un service idiot. Et nous l'avons laissé tomber sans un mot. Avec les années, ce souvenir a changé de couleur. À l'époque, il ressemblait à une anecdote excitante. Aujourd'hui, il me laisse un goût amer. Il avait peut-être sa propre vie stable, des projets, une journée ordinaire avant de croiser notre chemin. Et nous avons fait de sa soirée un cauchemar administratif. Si je pouvais le croiser aujourd'hui, je lui dirais que je suis désolé. Il n'était pas un criminel. Juste un adulte un peu naïf face à des adolescents encore plus naïfs. J'espère qu'il a surmonté ce moment et qu'il n'a gardé aucune trace durable de notre bêtise. Un ami m'avait posé une question en apparence anodine. Il voulait savoir comment allait une connaissance commune qui venait de décrocher un nouveau poste. Ce n'était pas n'importe quel travail pour elle. C'était l'occasion qu'elle attendait depuis des années, dans un secteur saturé où chaque porte se referme avant même qu'on puisse y glisser un pied. Elle avait sauté de joie en l'annonçant, les yeux brillants, persuadée que sa carrière venait enfin de prendre la direction dont elle rêvait depuis le lycée. Mon ami m'a demandé comment elle s'en sortait. J'ai répondu sans réfléchir qu'elle adorait son boulot, qu'elle s'investissait à fond et qu'elle se sentait enfin à sa place. Puis il a ajouté une question, un peu comme on demande si quelqu'un a bien dormi, est-ce qu'elle paraissait stressée. J'ai mentionné, avec légèreté, qu'elle avait un peu de friction avec une collègue, mais que ça allait, que rien ne l'empêchait de travailler correctement. Une phrase banale, pas réfléchie,
lâché comme on fait un commentaire sur la météo. Ce que je ne savais pas, c'est que celui qui me questionnait était proche de cette collègue. Il a pris ma remarque, l'a remodelée, déformée, alimentée de ragots et de suppositions. Il a servi cette version à son ami. Et cette collègue, vexée de se sentir critiquée, a utilisé cette information pour monter un dossier interne. Ils ont présenté mon ami comme quelqu'un qui posait problème, quelqu'un qui apportait une mauvaise ambiance, quelqu'un qu'il valait mieux éloigner. Elle a été licenciée. Juste comme ça. Une carrière qui démarrait, arrêtée net. Une porte qui se referme avec brutalité, alors qu'elle croyait enfin avancer. Elle n'a jamais compris ce qui l'avait poussée dehors. Elle a cherché à se défendre, mais dans certains milieux, une étiquette colle vite. Et une fois collée, plus rien ne s'enlève facilement. Les mois suivants ont été difficiles pour elle. Elle envoyait des candidatures, recevait des réponses polies ou aucun retour du tout. Elle essayait de garder le moral, mais son enthousiasme s'effritait. Les économies partaient, la confiance aussi. Et à chaque fois qu'elle revoyait quelqu'un qu'elle connaissait du milieu, elle sentait une distance silencieuse, comme si son licenciement avait suffi à la condamner aux yeux des autres. Cela fait 4 ans maintenant. Elle se bat encore pour retrouver un poste à la hauteur de ses compétences. Elle a accepté des contrats précaires, espérant que l'un finirait par ouvrir une porte stable. Je la vois tenir bon malgré tout, avec un courage qui force le respect. Quant à moi, je porte encore le poids de cette phrase prononcée sans importance apparente. J'ai appris depuis que certaines confidences, même innocentes, peuvent devenir des armes dans la bouche de ceux qui cherchent un avantage. Ce jour-là, je n'ai pas perdu une amie, mais j'ai perdu une certaine naïveté. Si je pouvais remonter le temps, je me tairais. Je travaillais en ressources humaines à mes débuts. À cette époque, je pensais que la partie administrative était simple, presque mécanique. Je m'appliquais, je voulais bien faire. Un jour, un formulaire de changement d'adresse est arrivé sur mon bureau. L'écriture était confuse, comme si la personne l'avait rempli avec précipitation. Impossible de déchiffrer le nom de la rue. Je ne voulais pas faire d'erreur, alors j'ai pris le téléphone, persuadé que j'allais résoudre ça en 30 secondes. J'ai composé le numéro indiqué dans le dossier. Une femme a répondu, aimable au début. Je lui ai expliqué que je voulais vérifier la nouvelle adresse de son mari. Son ton a changé instantanément. Elle m'a demandé ce que je racontais, avec une surprise brute dans la voix. Son incompréhension n'avait rien de fin. Cette réaction m'a pris de court. Je me suis excusé, balbutiant quelque chose de maladroit avant de raccrocher, encore persuadé qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Les jours suivants, l'ambiance au bureau était ordinaire. Les discussions autour de la machine à café, les mets à trier, les dossiers qui s'empilaient. Puis l'employé concerné est venu me voir. Il avait l'air calme, mais ses yeux trahissaient une fatigue particulière, comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi. Il m'a dit qu'il avait bien demandé ce changement d'adresse. Puis, sans détour, il a ajouté qu'il n'avait pas encore annoncé à sa femme qu'il allait quitter la maison. J'ai senti une gêne s'installer entre nous. Il n'y a pas eu de scène ni de reproche. Il m'a juste fait part du fait et il est retourné à son bureau. Je suis resté là quelques secondes, figé, encore en train d'intégrer ce qui venait de se passer. À ce moment-là, j'ai compris que je venais de me mêler de quelque chose de bien plus intime qu'une case administrative mal remplie. Je travaille dans une bibliothèque publique et, à cause de notre système de réservation de livres, j'ai un jour annoncé accidentellement à un pauvre type qu'il allait probablement divorcer. Sa femme avait réservé plusieurs livres sur « Comment divorcer soi-même » et ils partageaient un seul compte bibliothèque. J'ai appelé leur numéro fixe, le seul enregistré, pour les prévenir que leur réservation était arrivée. C'est lui qui a répondu. Quand je lui ai expliqué la raison de mon appel, il m'a demandé quel titre avait été mis de côté. Sans réfléchir, je les ai tous énumérés. 4 ou 5 en tout. Autant dire qu'il était manifestement en route vers une vie de célibataire.
Normalement, nous ne divulguons jamais d'informations privées sur les comptes de nos usagers, y compris les livres empruntés ou réservés. Mais lorsqu'un compte est partagé, nous ne pouvons pas savoir qui a fait la réservation. Et partager un compte signifie que toutes les infos du compte sont accessibles aux deux personnes. Je sais que ce n'est pas ma faute si ce type a divorcé, mais apprendre ça de cette manière, ça fait quand même quelque chose, et je m'en veux un peu. Ce n'est pas mon histoire, mais celle d'un ancien collègue. Et elle me revient parce qu'aujourd'hui on est le 11 septembre. À l'époque, il travaillait comme manager dans une autre entreprise. Parmi son équipe, il y avait une employée qui n'arrivait pas à suivre le rythme. Il avait essayé de l'aider, lui avait donné plusieurs occasions de s'améliorer et lui avait offert du temps pour se remettre sur les rails. Malgré tout, elle échouait à chaque étape. Le jour est venu où il a dû la licencier. Elle avait les larmes aux yeux, suppliait qu'on lui laisse sa place, répétait qu'elle aimait ce travail, qu'elle voulait rester. Il a tenu bon. C'était difficile pour lui aussi, mais il pensait prendre la décision qui s'imposait. Quelques semaines plus tard, elle a trouvé une nouvelle opportunité professionnelle. Un poste à l'autre bout du pays. Elle devait prendre l'avion pour aller passer l'entretien. Elle était remplie d'espoir, prête à recommencer ailleurs, convaincue que ce nouveau départ allait lui redonner confiance. Elle a pris ce vol avec l'idée qu'une meilleure vie l'attendait peut-être à son arrivée. Cet avion faisait partie de ceux qui ont percuté les tours du World Trade Center. Quand mon collègue a appris la nouvelle, il est resté figé. Il savait rationnellement qu'il n'y avait rien qu'il aurait pu faire pour empêcher ce destin. Pourtant, une pensée revenait sans cesse: s'il l'avait gardé quelques semaines de plus, si le calendrier avait été différent, si son licenciement avait pris un peu plus de temps, elle n'aurait jamais pris ce billet. Il se demandait s'il avait, sans le vouloir, mis une chaîne d'événements en marche qui l'avait mené jusqu'à ce vol. J'ai découvert mon beau-frère en train d'agresser sa fille de 9 ans. Le choc a été immédiat, brutal, presque irréel. Sur le moment, mon esprit refusait d'admettre ce que je voyais. Puis tout s'est imposé d'un coup, sans aucun doute possible. Ce n'était pas une erreur d'interprétation. C'était un crime. Et pas seulement un crime, mais une trahison envers son propre enfant, un acte qui n'a pas de justification, pas d'excuse. Il s'est suicidé peu après, incapable d'affronter la justice. Il savait ce qui l'attendait. Il savait aussi que plus rien ne pourrait être caché une fois que j'avais vu. Je n'ai jamais regretté d'avoir parlé. La vérité devait éclater, pour elle, pour ses frères, pour le futur qu'il leur volait. Après son décès, j'ai découvert qu'il l'agressait depuis qu'elle avait 5 ans. Qu'il utilisait la peur comme verrou, les menaces comme prison. Il avait réduit ses propres enfants au silence en jouant le rôle de père devant le monde et celui de bourreau dans leur maison. Elle aura 18 ans cette année. Elle n'est plus l'enfant terrorisé que j'ai connu. Elle a grandi dans un environnement où elle a enfin pu respirer, loin de lui. Elle a mis du temps à se reconstruire, comme quelqu'un qui apprend à marcher après des années d'immobilité. Sa vie n'est pas parfaite, il reste des cicatrices, mais elle avance. Elle rit. Elle rêve. Elle bâtit quelque chose de neuf. Et chaque pas qu'elle fait vers sa vie d'adulte est la preuve qu'elle a survécu à ce qui aurait pu la détruire. J'avais 21 ans quand tout est arrivé. Je n'étais pas préparé à faire face à cette situation. On pense connaître le monde, puis soudain on découvre ce qu'il peut contenir de plus sombre. J'ai porté ce souvenir comme une charge, mais aussi comme une certitude: si je n'étais pas arrivé là ce jour-là, personne n'aurait rien su avant longtemps. Peut-être jamais. Et elle aurait continué à vivre sous la domination d'un homme qui lui volait son enfance. Je n'assume pas toute la responsabilité, mais je n'ai pas aidé non plus. À l'époque, j'avais un chef qui n'était pas un exemple. Il entretenait des relations avec des employés, disparaissait régulièrement, buvait trop et trop souvent, et pensait qu'une attitude de vieux caïd suffisait pour diriger. Il ne comprenait pas pourquoi j'étais performant dans la vente avec un tempérament calme. Malgré ça,
il bénéficiait d'un réseau solide en interne. Une amitié bien placée avec un dirigeant haut placé le protégeait encore. Il restait en poste grâce à ce lien, même si tout le monde voyait qu'il arrivait au bout de sa corde. Ses excès lors des événements de l'entreprise commençaient à agacer la direction. Ses colères, ses bagarres, ses commentaires déplacés, tout l'usait peu à peu. Et pourtant, il lui arrivait de me soutenir quand j'en avais besoin. Un jour, il a dépassé une limite avec moi. Peut-être une remarque de trop, peut-être un geste d'autorité mal placé. Quand son supérieur est venu en visite, j'ai saisi l'occasion. Je lui ai raconté ce que tout le monde murmurait depuis des mois. Les absences sans prévenir. L'alcool. Les histoires avec des employés. L'absence totale d'engagement. Il a tout entendu sans broncher. Quelques semaines plus tard, mon chef était dehors. Un nouveau responsable est arrivé, différent sans être une révélation. Un peu moins toxique, mais loin d'être inspirant. Avec le temps, d'autres nouvelles sont arrivées. Mon ancien chef est mort à 43 ans d'une maladie du foie. Il souffrait tellement qu'il aurait demandé qu'on le laisse partir. Peu après, l'exécutif qui lui avait toujours servi de bouclier est lui aussi décédé. Personne ne connaissait vraiment les détails et personne ne semblait vouloir les connaître. J'ai divorcé de mon ex-femme quand j'ai découvert qu'elle me trompait chroniquement après des années à gérer son alcoolisme. Elle a immédiatement essayé de se mettre avec le gars avec qui elle me trompait, un homme marié avec des enfants. Lors d'une dispute alcoolisée entre eux, elle a appelé les flics et a porté une fausse plainte contre lui. Elle avait déjà essayé avec moi auparavant. Ça avait été prouvé faux. Dans son état d'ivresse, il a paniqué et s'est suicidé. Mon ex n'a eu aucun remords. Au contraire, elle a posté sur les réseaux sociaux pour chercher de la compassion. Maintenant, 2 enfants n'ont plus de père et une femme a perdu un mari pourri. Je ne me sens mal que pour la famille survivante. Je n'ai aucun doute que je me suis sauvé la vie en la quittant sans essayer de régler les choses. Le mois suivant, elle a piégé un gars pour l'épouser, est tombée enceinte, a acheté une maison. 12 mois plus tard, il m'a contacté sur Facebook pour me demander des conseils sur un avocat pour divorcer et me demander de témoigner contre elle. Elle a renoncé à ses droits parentaux quand elle a vu mon nom sur les documents du tribunal. Je travaillais dans un magasin de bricolage il y a plusieurs années. C'était un de ces après-midi où l'on fait tout à la fois, répondre aux clients, déplacer des palettes, ranger les allées. J'étais au chariot élévateur, concentré sur une pile de sacs de chaux perchés sur une étagère à 6 mètres du sol. Je pensais à ce qu'il me restait à faire, pressé de finir. Un mouvement mal calculé, une seconde d'inattention, et la palette a basculé. Elle est tombée d'un seul bloc. Le bruit a été sourd, la poussière a volé, les sacs ont éclaté en touchant le sol. J'ai d'abord réagi comme quelqu'un qui vient de faire une grosse bêtise au travail. Je me voyais déjà ramasser les dégâts, nettoyer pendant 1 heure, expliquer aux responsables ce qu'il s'était passé. Je râlais intérieurement en coupant le moteur du chariot, persuadé que la catastrophe était seulement matérielle. En posant le pied au sol, je l'ai vu. Une personne se tenait là, à quelques centimètres de l'endroit où la palette avait frappé. Immobile. La poussière blanche l'avait recouverte en partie. Ses yeux étaient écarquillés, sa respiration courte, et je voyais nettement que quelque chose en elle n'avait pas encore rattrapé ce qui venait de se produire. Si elle avait fait un pas de plus au mauvais moment, il n'y aurait pas eu de seconde chance. Je me suis excusé tout de suite. Encore et encore. Ma voix tremblait. Les mots sortaient trop vite, maladroits. Mais elle ne semblait pas m'entendre. Elle était figée, comme si son esprit n'était pas encore revenu dans l'allée du magasin. Puis elle a fait demi-tour lentement et a quitté les lieux sans un mot. Ni colère, ni reproche, juste un départ silencieux. Je suis resté seul au milieu du tas de sacs éventrés, avec cette prise de conscience qui tombait plus lourdement que la palette elle-même. Je n'avais pas seulement renversé des marchandises. J'étais passé à un souffle d'ôter la vie de quelqu'un.
La poussière dans l'air piquait les yeux et pourtant ce n'était pas elle qui me faisait cligner. Je me suis forcé à respirer calmement, mais mes mains tremblaient encore. J'étais pompier volontaire à l'époque. Le bip a sonné pour une assistance médicale. Ce genre de mission arrivait souvent, on aidait l'ambulance pour porter les patients ou les transférer. Rien d'exceptionnel en apparence. On avait un nouveau jeune en formation, encore au lycée, enthousiaste et fier d'avoir rejoint la brigade. J'ai décidé de lui laisser ma place dans le camion. Je voulais lui faire plaisir, lui permettre d'apprendre et de se sentir utile. Pour moi, c'était un simple exercice pratique, une occasion de se sentir intégré. J'aurais dû monter avec eux. La personne à secourir était un homme âgé. Il fumait dans son fauteuil roulant. Il portait des vêtements synthétiques et avait une oxygène nasale en continu. Tout s'est enflammé en quelques secondes. Ils sont arrivés après l'incendie. Le but était d'aider à le transférer vers l'hélicoptère médicalisé. Il était encore en vie, assez pour que tout le monde s'agite autour de lui avec espoir. Il n'a pas tenu jusqu'à l'hôpital. Ce jeune, dont c'était la toute première intervention, a été confronté à ça. La vision, l'odeur, la détresse, l'urgence, puis le silence qui suit quand on sait que rien ne changera plus. Il a quitté la brigade peu après. Il voulait aider son voisinage, donner de son temps, se sentir utile à sa communauté. À la place, il a été plongé dans une réalité brutale d'un coup, sans préparation, sans le moindre rodage. Je ne lui en veux pas. Certains moments peuvent marquer une vie avant même qu'elle commence vraiment. De mon côté, j'ai vu beaucoup de choses qui ne me quitteront jamais. On apprend à accepter que ces images font partie du chemin quand on choisit de porter un casque et une veste ignifugée. On sait que les appels ne se ressemblent jamais et que chaque intervention peut contenir un poids différent. On ne sait jamais ce qu'on va trouver en ouvrant la porte du camion. C'est une vérité que j'avais intégrée depuis longtemps. Lui n'était pas prêt. Personne ne l'est à cet âge-là face à ce genre de scène. Il avait encore la tête pleine d'espoir et d'innocence. J'espère qu'il a trouvé une autre façon d'aider les autres, ou simplement une vie tranquille loin du choc de cette journée. Un adolescent qui voulait bien faire n'aurait jamais dû commencer par ce genre d'épreuve. Et même si je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé, je repense parfois à cette décision d'avoir cédé ma place. J'avais l'expérience pour encaisser. Lui apprenait encore ce que signifiait simplement être là. Je travaillais dans un programme fédéral quand j'ai eu une supérieure qui aimait rappeler qu'elle connaissait tout du système, comme si rien ne pouvait la surprendre ou la prendre en défaut. Au début, je la trouvais exigeante mais compétente. Puis un jour, elle a décidé d'engager une nouvelle personne pour un poste administratif. Rien d'extraordinaire en apparence. Jusqu'à ce que je découvre, beaucoup plus tard, que la nouvelle recrue n'était autre que sa sœur. Elle ne l'avait jamais déclaré, alors que c'était obligatoire dans ce type de structure. Tout a glissé lentement vers l'absurde. La sœur recevait le double du salaire normal pour ce poste. Et elle validait des heures qui n'avaient littéralement aucun rapport avec la réalité. Des journées entières payées sans la moindre trace de travail. Des heures supplémentaires surgissant comme par magie dans les rapports. Rien qui semblait déranger ma supérieure. Un après-midi, elle m'a tendu une pile de documents avec l'air de quelqu'un qui se débarrasse d'une corvée. Elle m'a expliqué que je devais désormais saisir les feuilles de temps pour sa sœur parce qu'elle n'avait pas la patience de le faire elle-même. Et, pour couronner le tout, elle m'a dit de m'adresser directement à sa propre supérieure si je rencontrais un problème, puis elle a quitté le bureau. Ce n'était pas une mission compliquée, mais dès la première feuille je me suis rendu compte que les chiffres ne collaient pas. Trop d'heures pour trop peu de tâches, des jours où elle n'était même pas censée travailler et pourtant facturer. J'ai relu 3 fois par peur de me tromper. Puis j'ai pris une grande inspiration et je suis allé voir la directrice du programme. Je lui ai simplement dit qu'il y avait une anomalie sur une feuille d'heure et que je voulais vérifier la procédure. J'ai mentionné au passage que la personne concernée était la sœur de ma patronne. La directrice s'est figée. La parenté était une surprise pour elle.
La falsification d'heures aussi. Elle m'a demandé de lui apporter les documents. Ensuite tout s'est enchaîné. Contrôle comptable. Audit. Vérification de dossiers anciens. Ce qui avait commencé comme une simple question de feuille de temps s'est transformé en enquête complète. Ils ont découvert bien plus qu'un favoritisme caché. Il y avait des dépenses injustifiées, des détournements subtils, de l'argent public dirigé vers des poches privées. Ma patronne a été suspendue, puis licenciée. L'affaire est montée plus haut que je ne l'aurais imaginé. Le FBI s'est impliqué. À la fin, elle a écopé de lourdes amendes et d'une peine de prison. Pendant un moment, j'ai ressenti un étrange mélange de malaise et de lucidité. Je n'avais fait que suivre les règles, poser une question, signaler un chiffre incohérent. Je ne cherchais pas à détruire une carrière ni à déclencher une affaire fédérale. Mais la vérité a son propre chemin, et parfois elle arrive au moment où quelqu'un pense être intouchable. Quand mon mari et moi étions fiancés, c'est lui qui a déclenché, sans le vouloir, le divorce de mes parents. Un matin, je conduisais ma voiture pour aller travailler. Arrivé sur le parking, j'ai tourné la clé comme d'habitude, mais au lieu du bruit habituel du moteur qui s'arrête, j'ai entendu une sorte de soupir mécanique, comme si la voiture rendait l'âme sur place. Plus rien ensuite. Silence total. J'ai appelé mon fiancé un peu stressé, en me disant que la journée commençait très mal. Il est venu immédiatement. Il a regardé le moteur, appelé une dépanneuse, fait transférer la voiture au garage et demandé un diagnostic. Il a traité tout ça pendant que je travaillais, sans commentaires désagréables, sans soupir agacé, sans me faire sentir coupable de quoi que ce soit. Il m'a simplement appelé plus tard pour me dire ce qu'il en était et qu'on trouverait une solution. Le soir, j'ai raconté l'histoire à ma mère comme si c'était juste un petit incident du quotidien. Elle m'a regardé fixement, comme si ce que je venais de dire avait fait tomber un voile qu'elle avait gardé sur les yeux pendant des années. Elle m'a demandé calmement. « Il a tout géré, vraiment ? Il n'a pas râlé ? Il ne t'a pas reproché la panne ?» Je lui ai dit que non, pas une seconde. Il avait juste pris les choses en main, parce que c'est ce qu'on fait quand on tient à quelqu'un. Sa réaction a été étrange au début, un mélange de surprise et de tristesse. Elle est restée silencieuse longuement, puis elle a soufflé que si ça lui arrivait à elle, mon père s'en serait occupé aussi, oui, mais furieux. Et il l'aurait fait payer psychologiquement pour chaque minute passée et chaque dollar dépensé. Elle le savait, parce que c'était ce qu'elle vivait depuis des années. Une semaine plus tard, elle a quitté mon père. Ce n'était pas leur première séparation, ils avaient déjà divorcé une fois puis s'étaient remis ensemble. Mais ce jour-là, tout s'était aligné dans son esprit. Elle avait enfin vu la différence entre quelqu'un qui aide parce qu'il aime et quelqu'un qui aide en tenant un couteau invisible dans la main. Un collègue est parti en road trip à Seattle. Je lui ai demandé en plaisantant de me ramener de l'héroïne. Je n'en prenais pas, je n'en voulais pas vraiment, c'était clairement une blague. Le jour de son retour, il m'appelle pour dire qu'il sera en retard. Donc je ne m'inquiète pas quand il ne se pointe pas à l'heure. 1 heure passe, je l'appelle, pas de réponse. Il ne vient pas travailler ce soir-là. Il rappelle le lendemain. Il roulait trop vite pour arriver au boulot, encore dans un autre état, et s'est fait arrêter. Il avait un peu de weed sur lui, juste pour lui, mais déjà pas idéal. Le problème, c'est qu'il avait aussi une petite quantité d'héroïne brune qu'il me ramenait pour rire. Cette blague a ruiné sa vie. Il a dû déménager dans cet état pour espérer éviter une inculpation pour transport de drogue entre états. Comme il avait 2 types de drogues différentes, ils lui ont collé une accusation de trafic. Il n'a pas eu de prison, mais une longue probation, et il a dû vivre dans un endroit pourri pendant des années. Je lui ai présenté mes excuses et je m'en suis voulu. Il ne m'a jamais blâmé, n'a jamais eu de ressentiment. Il savait que c'était son choix et qu'il avait merdé. Mais je m'en suis quand même voulu. Un jour,
j'ai failli déclencher un incendie de forêt. J'avais décidé de brûler un tas de végétaux comme on le fait parfois à la campagne. J'aurais dû mieux préparer le terrain, surveiller la météo, tracer une zone de sécurité. À ce moment-là, je pensais que tout était sous contrôle. Le feu crépitait calmement, le ciel était clair, et je ne voyais aucune raison de m'inquiéter. Puis le vent s'est levé. Pas une brise légère, mais des rafales soudaines qui emportaient des braises et les déposaient sur l'herbe autour. Le sol semblait vert et humide en surface, pourtant une couche de chaume sec se cachait en dessous. À chaque souffle de vent, de petites flammes apparaissaient. Je courais d'un bord à l'autre avec ma pelle, écrasant les feux, seulement pour les voir renaître quelques secondes plus tard. La panique montait, et je sentais mes gestes devenir plus pressés, moins précis. En quelques minutes, une bande d'herbe brûlée s'était étendue. Le vent continuait de souffler, et je comprenais que je n'allais pas pouvoir m'en sortir seul. Je me suis précipité vers la maison, j'ai appelé les pompiers et je suis reparti dehors sans réfléchir, saisissant des tuyaux que j'ai reliés les uns aux autres jusqu'à ce qu'ils atteignent le brasier. L'eau a commencé à couler et j'ai avancé lentement, aspergeant chaque langue de feu avant qu'elle ne gagne du terrain. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient et la chaleur me montait au visage. J'ai réussi à tout éteindre. Environ un demi-acre avait brûlé. Les pompiers sont arrivés après, une fois la situation maîtrisée. Ils ont observé la zone noircie et m'ont simplement dit que j'avais évité le pire de justesse. Si les flammes avaient atteint la lisière de la forêt, personne n'aurait pu les arrêter à temps. Le sol encore fumant, l'odeur âcre et la marque sombre dessinée dans l'herbe me donnaient l'impression d'avoir échappé à quelque chose d'immense. Mes paumes étaient couvertes de cloques à force d'avoir frappé le sol avec la pelle encore et encore. J'avais honte, et la fatigue me tombait dessus soudainement. J'imaginais ce qui aurait pu se passer. Les arbres, les animaux, les maisons plus loin, tout ce qui aurait pu disparaître à cause d'un moment de négligence. Je repense souvent à ça. Mon ami d'enfance et moi étions en train de préparer un plan complètement idiot pour sortir en douce de ma chambre la nuit. On avait noué des draps ensemble comme dans les films, et on les a fait descendre par la fenêtre de ma chambre aux 3 étages. Elle a insisté pour descendre en première. Une fois qu'elle était entièrement dehors, suspendue dans le vide, les nœuds ont lâché. J'ai littéralement regardé ma meilleure amie tomber au ralenti jusqu'en bas, rebondir sur le chauffe-eau extérieur, puis atterrir sur l'herbe. Je me suis précipité dehors, persuadé qu'elle serait inconsciente ou pire. Mais non. Elle était debout, déjà en train de marcher vers la porte d'entrée, comme si elle venait juste de trébucher dans un escalier. On s'est juré de ne jamais en parler à personne, trop mort de rire après coup. C'était juste une bêtise de plus dans notre longue liste, on faisait beaucoup de trucs dangereux, franchement. Sans le savoir, j'ai présenté un très bon ami à la personne la plus toxique que j'ai jamais rencontrée. Mon pote de fac, Chris, et moi avions un jeudi après-midi de libre et on a décidé d'aller à un happy hour. Il était encore tôt, seulement une douzaine de personnes dans le bar, dont 3 filles. L'une d'elles était exactement le genre de Chris, grande, mince, brune, extravertie. Mais il était timide et n'osait pas aller lui parler. Au bout de 30 minutes et quelques verres, je me suis lancé et j'ai commencé à discuter avec elle, puis j'ai présenté Chris à la fille grande et brune, Véronica, non changée. Elle faisait des études d'infirmière, avait notre âge, semblait sympa. On a fermé le bar tous ensemble, et à 22h, Chris et Véronica s'embrassaient déjà en mode « le monde n'existe plus ». J'étais heureux pour lui, mais un peu inquiet quand ils sont partis ensemble et que ses amis plaisantaient en disant qu'ils ne savaient pas ce qui l'attendait. Bon, il était adulte, pas à moi de casser son délire. Après ce soir-là, Chris a disparu de la circulation. Je ne le voyais plus qu'en cours ou au même bar, toujours avec Véronica. Il avait l'air étrange, mais disait qu'il était heureux. Véronica, elle, refusait de le laisser hors de son champ de vision, elle le faisait même attendre devant les toilettes. Sans surprise, Véronica s'est révélée être une sociopathe complète, manipulatrice, narcissique, arnaqueuse.
Elle l'a vidé émotionnellement et financièrement. Faux test de grossesse, isolement social, lui faire abandonner des cours pour s'adapter à elle, et l'amener à payer son loyer et son train de vie. Chris venait d'une famille aisée, très proche de lui, et ils ont vite senti l'odeur du roussi. Je croyais juste qu'il était fou amoureux et nous ignorait, jusqu'au jour où sa mère m'a appelé pour savoir si j'avais eu de ses nouvelles. En réalité, il avait vidé ses économies et accumulé des dettes sur la carte bancaire qu'il partageait avec ses parents, en achetant bijoux, maquillage, vêtements hors de prix pour Véronica. Ses parents ont fait 4 heures de route pour intervenir. Au final, Chris a dû abandonner ses études, retourner vivre chez ses parents, qui ont obtenu une ordonnance restrictive contre Véronica. Ils l'ont obligé à travailler pour rembourser les $3000 dépensés, et il a perdu sa bourse partielle de football. J'ai perdu contact quand il est parti. Parfois, je me demande comment sa vie serait aujourd'hui si on n'avait pas été à ce happy hour ce jeudi-là. J'ai découvert par hasard la photo d'un ami sur un site de rencontre entre hommes. Je ne m'y attendais pas. C'était une vraie surprise et, sur le moment, je n'ai pas réfléchi. Plus tard, au téléphone avec mon frère, j'en ai parlé sans mesurer ce que je faisais. Je ne savais pas qu'il m'avait mis sur haut-parleur. Sa colocataire était dans la pièce et elle a tout entendu. Elle n'a pas gardé ça pour elle. À l'instant où sa voix est apparue en fond, j'ai compris que je venais de provoquer quelque chose que je ne pourrais jamais réparer. À l'époque, personne autour de nous ne soupçonnait quoi que ce soit. Il avait une copine, un cercle d'amis soudés, une image construite avec soin. En quelques jours, tout a basculé. Sa petite amie a mis fin à leur relation, ses amis se sont détournés, certains avec des regards moqueurs, d'autres avec une gêne hypocrite. Sur les bancs de l'école et dans les couloirs, des rumeurs ont glissé partout, transformant sa vie quotidienne en terrain miné. Il a commencé à arriver plus tard en cours, à éviter les discussions, à s'isoler doucement comme quelqu'un qui sent qu'on lui arrache ses repères. Je le voyais marcher la tête baissée, cherchant à traverser la journée sans rencontrer de regards insistants. Moi, j'étais là, à essayer de faire semblant que rien ne s'était passé alors que chaque minute me rappelait ma faute. Je ne pouvais rien dire, rien reprendre, rien effacer. Cette situation n'avait jamais été mon intention et pourtant j'avais déclenché cette tempête. Les semaines suivantes, il s'est refermé sur lui-même. Les discussions légères avaient disparu. Les sourires aussi. Il s'asseyait souvent seul, regardant son téléphone sans jamais répondre à personne. Ce n'était pas juste une rumeur. C'était une vie qui se dépliait sous la pression du jugement et du rejet, et j'en étais la source involontaire. Je me suis senti vidé, honteux. C'était comme si j'avais laissé tomber quelqu'un au moment où il avait le plus besoin d'être protégé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.